Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 4 décembre pour vous accompagner pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tout au long de l'année du lundi au vendredi. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir à la matinale de TV Vendée, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants, mais également de nous indiquer la météo que vous avez aux quatre coins de la Vendée, pluie, soleil, mais également nous transmettre les températures que vous avez au réveil. Justement, un coup d'œil à la météo. Nous commençons par jeter un coup d'œil à la carte de la Vendée en ce jeudi 4 décembre. Et vous allez le voir, c'est un ciel une nouvelle fois chargé qui vous attend en Vendée. Aujourd'hui, 4 petits degrés au réveil dans le bocage, dans les terres. Le mercure monte jusqu'à 9 degrés. C'est pour le littoral. Les nuages font leur retour après un mercredi radieux. Et la pluie également s'installe pour une bonne partie de la journée. Également pour cet après-midi, vous le voyez sur la carte qui s'affiche. Le mercure grimpe lui légèrement cet après-midi. 9 degrés sont attendus dans l'est du département. Et jusqu'à 12 degrés, c'est pour le littoral. Justement, direction le littoral pour vous donner les indications des horaires de marée du jour du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois. La basse mer est prévue ce matin à 10h05. La prochaine pleine mer vous attend à 15h17 avec des coefficients qui montent légèrement petit à petit en cette fin de semaine, 94 à 98, avec un pic que nous devrions atteindre si tout va bien ce vendredi. Et justement, ce jeudi 4 décembre, le soleil se lèvera à 8h33 et se couchera à 17h18. Nous perdons une minute d'ensoleillement. Direction la place Napoléon avec ces images qui nous viennent tout droit de La Roche-sur-Yon. Vous le voyez, la ville-préfecture se réveille petit à petit. Il fait encore bien sombre du côté de La Roche-sur-Yon. Et en ce 4 décembre, nous fêtons la Sainte Barbara, également dite Sainte Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers. Et puis un point histoire, cela s'est passé un 4 décembre en janvier, en Vendée plus précisément. Il y a exactement 95 ans était créée l'Union des marées mouillées unissant les 3 syndicats de marées mouillées de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et bien sûr de la Vendée. Allez, c'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence cette édition avec une nomination, celle du nouveau préfet de la Vendée, nomination officialisée ce mardi 2 décembre par décret à l'occasion du Conseil des ministres. C'est Éric Freyselinard qui va donc succéder à Gérard Gavory, en place depuis novembre 2021 et qui va prendre sa retraite. Éric Freyselinard qui va donc poser ses valises en Vendée, était depuis 2023 conseiller intérieur à l'ambassade de France en Espagne. Il avait également assumé la fonction de préfet dans le passé dans les départements de la Haute-Saône, de l'Aude ou encore de la Meurthe-et-Moselle. C'est une avancée que certains qualifient d'historique. Dans le monde de la santé, depuis le 1er décembre, l'ensemble des fauteuils roulants est intégralement remboursé par l'assurance maladie. Un combat mené depuis 20 ans par l'association APF France Handicap, qui se solde donc par un succès pour les 17 000 adhérents. L'association restera tout de même vigilante dans la mise en place de cette réforme par l'assurance maladie, mais aussi par tous les fabricants et prestataires. En Vendée, c'est comme partout en France. Le remboursement des fauteuils roulants est une chose que nous attendions depuis plus de 20 ans. Et le président nous avait promis de le faire. Il a fallu 5 ans de travail entre le ministère et les différentes associations pour mettre au point tout ce remboursement, parce que c'est malgré tout relativement complexe. Il n'y a pas qu'un fauteuil roulant en tant que tel. Le fauteuil roulant type, il existe certes, mais souvent pour une personne en situation de handicap, pour qu'elle ait un usage de son fauteuil le meilleur possible, il faut qu'il lui soit adapté. Et c'est dans ces adaptations et dans ces options, on dirait, sur un véhicule autre, que les choses n'étaient pas simples à mettre en place et pour lesquelles
tous les services ont travaillé de main de maître avec la CPAM pour un remboursement complet pour les usagers. Dans le cadre de la lutte contre le harcèlement, le Collège Saint-Pierre des Essarts-en-Bocage a organisé une animation originale en partenariat avec l'Observatoire des inégalités. Les élèves ont participé au Monopoly des inégalités, un jeu pédagogique qui détourne les règles du célèbre jeu de société pour leur faire expérimenter de manière concrète et ludique les effets des inégalités et des injustices dans la société. Objectif, déclencher une prise de conscience et susciter le débat sur les moyens d'agir. Un reportage signé Cyril Guillet. Votre camarade, il a dit une inégalité, c'est une injustice. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que toutes les inégalités, elles sont injustes pour vous? S'inscrivant dans la démarche éducative autour du respect et de la relation à soi et aux autres, l'intervention de Constance Monnier de l'Observatoire des inégalités vise ici à développer l'esprit critique et la réflexion collective de ses élèves de 5e. Suite à quelques propos discriminatoires entendus ça et là sur la cour, on a souhaité mettre en place une animation, un projet pour sensibiliser aux inégalités au sens large. L'enjeu, c'est un peu changer le regard de nos jeunes sur les autres. Une action qui passe ici par le jeu avec ce Monopoly des inégalités. C'est un jeu qui va leur permettre, grâce à des personnages, de découvrir que les règles ne vont pas s'appliquer à eux de la même manière que leurs camarades. Certains vont commencer privilégiés financièrement, économiquement par le jeu. Ils découvrent aussi les inégalités liées au handicap puisque les personnages en situation de handicap sont ralentis pendant la partie. Ceux de catégories sociales plus défavorisées n'ont qu'un seul dé pour avancer. Donc dès le début de la partie, ils se rendent compte des inégalités. Le côté ludique permet à ces jeunes de libérer leurs paroles et d'appréhender sans filtre des sujets parfois délicats. Il y a des inégalités au niveau des richesses, du sexe ou de la religion. Il y a aussi des inégalités sur la peau, c'est le racisme. La xénophobie, c'est la phobie sur la nationalité. Je savais même pas que c'était une phobie. On souhaiterait qu'ils ramènent aussi la discussion dans les familles, échanger sur ce qu'ils ont vécu et échanger aussi sur les inégalités peut-être dont ils n'avaient pas conscience qui existent dans notre société. À l'issue de la séance, une table ronde a été proposée aux élèves. Un temps de débat et de discussion pour mettre en perspective la réalité des choses. L'occasion aussi de proposer des solutions pour plus de justice sociale dans notre monde. Direction désormais la Flosselière, commune déléguée de Sèvremont, située dans le Haut-Bocage, où se poursuivent les travaux de restauration du bassin versant de la Sèvre nantaise. Cette année, près de 15 km de cours d'eau ont été renaturés sous l'impulsion de l'EPTB, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, la région Pays de la Loire et le département de la Vendée. C'est Élise Blanchard qui vous fait découvrir son nouveau visage. Au pied de la Sèvre nantaise, le ruisseau de la Fontaine de Compensé retrouve peu à peu son cours naturel. Reméandrage, radier, effacement d'obstacles, des travaux essentiels pour redonner vie au cours d'eau. Sur la Sèvre nantaise, près de 15 km ont été restaurés cette année pour améliorer la qualité de l'eau et la biodiversité. L'idéal, c'était de trouver un compromis entre les travaux et la façon de l'entretenir. Nous, c'est une démarche volontaire qui a été faite, dans ce sens que j'avais vu d'autres travaux réalisés chez d'autres voisins. Et du coup, je suis plutôt satisfait des travaux, ça s'est très bien déroulé. L'objectif étant chaque année d'intervenir sur un certain nombre de linéaires de cours d'eau et pour à la fois les restaurer d'un point de vue de leur morphologie, mais aussi derrière apporter une plus-value en termes de biodiversité, d'hydrologie et puis de préservation de l'environnement. Ici, on a restauré donc le ruisseau de la Fontaine de Compensé sur 400 mètres. Donc on a réalisé différentes interventions de restauration morphologique du ruisseau, donc de la remise dans le talweg, du débusage, de la recharge en tâche et de la recharge en plein. En gros, on vient remettre des matériaux, plutôt des pierres. On part sur du 0,150 mm, en tout cas sur ce site-là.
On cherche vraiment à retrouver, recalquer un ruisseau naturel, un ruisseau de référence en termes de gabarit, en termes de matériaux. Redonner à un cours d'eau son gabarit d'origine, c'est lui permettre de retrouver tout son potentiel. En reconnectant la rivière à ses zones latérales, on recrée des habitats où faune et flore peuvent s'installer. Sur ce petit ruisseau, sur la partie amont en tout cas, peu d'enjeux sur la partie piscicole, mais en revanche on a des espèces qui sont classées en fonction de type du cours d'eau et du type de qualité d'eau. Donc ce qui nous intéresse, on est ici sur des zones qui sont dites salmonicoles, donc ce qui nous intéresse en fait c'est de voir revenir ces poissons-là, donc entre autres la truite, voilà, mais pas que, le chabot également, et tout ça est dû notamment à la qualité de l'eau. Au final, redonner sa forme naturelle au cours d'eau, c'est lui rendre sa capacité à vivre et à s'équilibrer seul, au bénéfice de la biodiversité et du territoire. L'actualité en Vendée, c'est également ce nouvel incendie qui s'est déclaré la nuit dernière sur la commune de Douai-les-Fontaines. Alertés à 2h du matin, 20 sapeurs-pompiers sont intervenus pour ce feu d'habitation qui a totalement embrasé une maison de 80 mètres carrés. La propriétaire, une femme de 84 ans, a été prise en charge et transportée au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions. La Coupe de France de football a réservé un tirage de choix pour les clubs rescapés vendéens, que sont les Herbiers, les Sables et Fontenay. Nous connaissons désormais la date et surtout le lieu de ces rencontres. Le Vendée Fontenay Foot accueillera donc les champions d'Europe en titre du Paris Saint-Germain le samedi 20 décembre à 20h50 au stade de la Beaujoire de Nantes. Laurent David et le VHF accueilleront eux le SCO d'Angers à domicile au Parc des Sports Massabielle le vendredi 19 à partir de 19h45. Enfin, les Sables Vendée se déplaceront finalement au Roazhon Park, antre du Stade Rennais, pour y affronter les Bretons le dimanche 21 décembre à 17h30. Et puisque nous parlons football, sachez que la 53e édition du Mondial Football Montaigu a été dévoilée hier soir. Nous avons eu ce matin sur le plateau de la matinale Franck Pifto et Anthony Thibault, qui sont tous les deux coprésidents du Mondial Football Montaigu. Vous pouvez donc bien évidemment retrouver leur interview sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux dès aujourd'hui. Un mot également de cette rencontre entre le comédien Elie Semoun et le public vendéen. Cela se passait au cinéma du Cinéville de La Roche-sur-Yon à l'occasion de la projection du documentaire Mon Vieux, relatant la maladie d'Alzheimer du père d'Elie Semoun, désormais décédé. Un film visionné par 250 personnes avant qu'un débat ne soit organisé en présence du comédien et de la réalisatrice du documentaire, Marjorie Desjardins. Je tenais absolument à ce que ce soit le plus vrai possible et le plus sincère possible parce que, comme déjà, je trouve que c'est une entreprise un peu impudique, je me suis dit, je veux pas d'artifice. Parce que sinon, on va sentir que ça fait faux et je déteste tout ce qui fait faux. Au départ, j'ai eu peur parce que je me suis dit que ça allait être très impudique. Et finalement, je me suis aperçu que c'est une histoire qui est assez universelle. On parle de la famille Semoun, mais on parle de toutes les autres familles aussi. Et je m'en aperçois là encore plus. On a fait ce débat aujourd'hui et ça parle à tout le monde, c'est dingue. Du 5 décembre au 4 janvier, la Vendée va vivre au rythme des marchés de Noël qui attirent chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes aux quatre coins du département. Entre spectacles féeriques, sites historiques illuminés ou encore dépaysement, c'est une nouvelle fois un programme riche qui vous attend avec cette année une fois de plus l'objectif pour le département de fluidifier au mieux les flux de visiteurs sur chacun des marchés. Depuis 2 ans, on réussit notamment sur le marché de Noël de Château de Tiffauges, qui est celui qui concentre une grosse partie de la fréquentation. On arrive à fluidifier les flux de visiteurs, d'abord parce qu'on a réussi à dissocier les flux entrants et les flux sortants, ce qui permet de limiter les temps d'attente. Et aujourd'hui, on attend 10 minutes, un quart d'heure maximum. Alors que moi, j'ai le souvenir qu'il y a quelques années, on pouvait attendre une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, du coup, si on arrive à fluidifier à l'entrée des sites, du coup, ça fluidifie aussi les stationnements, les parcs de stationnement. Donc on a réussi à atteindre un bon équilibre et à pas frustrer les visiteurs qui, même s'ils sont contents de venir, c'est toujours un peu compliqué, notamment quand il fait froid et qu'on a des enfants, d'attendre à l'entrée de nos sites. L'an dernier, on avait accueilli 90 000 personnes, ce qui est beaucoup. Voilà. Moi, j'invite toujours, lorsqu'on me donne la parole, à dire aux familles d'essayer de privilégier aussi le vendredi soir, puisqu'on ouvre le vendredi soir, donc il y a un peu moins de monde, et puis éviter les pics de fréquentation, et en particulier
le dimanche après-midi, vers 17h. Alors c'est sûr que c'est la tombée de la nuit, c'est très beau, mais on est sûr d'avoir le maximum de fréquentation. Et quelques dates à retenir, celle du marché de Beaulieu-sous-la-Roche qui débute ce vendredi, ceux de Tiffauges et de l'abbaye de Maizé du 12 au 14 décembre, ou encore celui du logis de la Chaboterie du 19 au 21 décembre. Et c'est l'heure de votre question du jour, justement, qui est en lien avec cette thématique des marchés de Noël. La voici, cette question. Quelles sont vos habitudes lorsque vous visitez un marché de Noël? Hier, nous vous proposions de nous lister et de nous citer les marchés de Noël que vous souhaitiez visiter ou que vous nous conseillez de visiter. Alors, quelles sont vos habitudes? La première chose que vous faites lorsque vous vous déplacez sur les marchés, dites-le nous en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. Je vous propose désormais de passer au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce jeudi 4 décembre à la ville des Herbiers. Cette dernière vient d'apprendre qu'elle conservait son label Ville Fleurie et ses 3 fleurs déjà acquises. Alors comment a été accueillie la nouvelle et surtout quels ont été les critères qui lui ont permis de garder ce label? Les réponses dans ce plus de l'info. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce renouvellement des 3 fleurs. Et puis ce qui fait vraiment très plaisir également, c'est d'avoir le prix régional de l'arbre. Voilà, qui vient vraiment récompenser, couronner le travail de nos équipes. Notre intention également d'aménager à bon escient les espaces publics, de les verdir, voilà, d'essayer de faire en sorte qu'on puisse avoir de plus en plus d'îlots de fraîcheur aussi. Donc voilà, c'est tout ça qui est récompensé par le jury et c'est une vraie satisfaction. Ils sont venus à la mi-juin. Le jury est composé de 3 personnes, donc spécialistes forcément du secteur, de ce secteur professionnel qui est le paysage. Donc on avait 2 responsables de services espaces verts d'autres villes, un peu plus importantes que celle des Herbiers encore, et puis un bureau d'études, un architecte paysagiste. Principalement des enjeux environnementaux, au travers de la conservation de la biodiversité, au travers de la gestion différenciée de nos espaces. Donc on doit montrer, prouver au jury la façon dont on gère nos espaces publics sur la ville des Herbiers. Concrètement parlant, ça passe par un outil de mise en place de la gestion de ces espaces en fonction de l'utilisation de ces espaces et également de la fréquentation et de l'usage qu'on en fait en fait. Et on adapte nos entretiens suivant ces paramètres-là. C'est toujours le label ville et village fleuri, mais on parle beaucoup plus de paysagement et de nature, d'arbres. Bon, on va utiliser plutôt des arbres locaux. Enfin, on va plutôt partir sur des chênes, des châtaigniers, plutôt que des plantes exotiques. On travaille de moins en moins avec de la fleur annuelle, bisannuelle que l'on renouvelle, mais plutôt des plantes vivaces qui sont adaptées aussi aux conditions de plus en plus secs. On a des sols de plus en plus secs, on limite l'arrosage, donc on choisit des essences qui sont adaptées à la sécheresse et voilà, à ces conditions qui deviennent de plus difficiles pour elles, quoi. Suite au passage de ce jury, on a donc un rapport qui nous est fait. Et dans ce rapport, effectivement, on a nos points forts, nos points faibles, et donc on a quelques pistes d'amélioration pour tendre vers la 4e fleur. Je pense sincèrement qu'on n'en est pas très loin, donc il va falloir qu'on continue à y travailler encore un peu plus sur notamment la strate noire, donc c'est la gestion de l'éclairage public, et puis continuer à communiquer beaucoup. Il y a beaucoup d'aspects sur la communication vers les citoyens, vers les riverains. Et vous retrouvez ce plus de l'info dès à présent sur notre site tvvendée.fr. Il est l'heure de passer à la chronique du jour. Au programme de ce jeudi, une nouvelle chronique asso présentée par notre journaliste Jeanne Bell. Elle est allée à la rencontre de l'association du marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche. Cette dernière étant en pleine préparation des festivités qui, je le rappelle, débutent ce vendredi.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique asso. Aujourd'hui, nous sommes avec l'association du marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche. Donc le principal, c'est le transport du matériel, des chalets, l'installation des chalets avec les toits, les bâches, tout ça, et la décoration ensuite extérieure, parce que la décoration intérieure est réservée aux personnes qui louent le stand. Le marché de Noël aura lieu le 5, 6 et 7 décembre prochain dans le centre-ville. Le marché de Noël existe depuis 1992, ce qui fait de lui un des plus vieux marchés de Noël du département. En ce qui concerne aujourd'hui, je pense qu'ils sont environ 35 bénévoles. Ensuite, pour la fête, en général, pour ces 3 jours, il faut plus de 200 personnes parce qu'il faut des gens qui se trouvent à la circulation, des gens qui se trouvent à, bien sûr, indiquer les parkings, voilà, et des gens avec les vigiles aussi, puisque, bien sûr, au niveau sécurité, le bourg est entièrement fermé pendant ces 3 jours. Là, ils ont à peu près 57 chalets à monter derrière, vous voyez, sur différents sites d'ailleurs. Qui se succèdent les uns après les autres. Là, ils ont commencé, je pense, depuis déjà au moins 15 jours, à commencer à préparer un petit peu le tout. Et puis maintenant, là, on arrive bien sûr au dernier moment. Il faut emmener le matériel sur le place et l'installer. Et là, ils en ont pour environ jusqu'à jeudi maintenant, non-stop. Et une autre fois autant la semaine d'après pour démonter. On va les mettre là-bas. Devant le bar, vous n'allez pas faire dans les vaches, vous êtes fort. Hein? J'en ai des vaches, je m'endors à mettre. Je vais les mettre, pas de soucis. Je suis bénévole depuis une vingtaine d'années environ. À moi, c'est ma première. Donc oui, on m'a demandé récemment si j'étais là pour venir donner un coup de main, étant donné qu'on est quand même pas mal de bénévoles. Donc toute main disponible est la bienvenue. Donc je me suis porté volontaire pour le traçage et la future implantation des chalets qui va commencer lundi prochain. Si ça peut leur donner l'envie de venir donner un coup de main le jour de la manifestation, il n'y a pas de problème, ils seront les bienvenus. Le jour de la manifestation en elle-même, entre la tenue des bars, des stands de crêpes et autres par la commune, plus la circulation, la sécurité des abords. Ce qui nécessite, c'est 200-250 personnes de bénévoles. Alors le chiffre approximatif, l'année dernière, a été de 45-48 000 personnes sur les 3 jours. C'est la fin de cette chronique asso. Alors si vous voulez en savoir un peu plus, c'est avec le lien qui s'affiche juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique asso. Et n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux sur le WhatsApp de TV Vendée en nous envoyant également un mail à l'accueil @tvvendée.fr pour que notre journaliste Jeanne Bell vous recontacte pour une prochaine chronique asso. Il est l'heure désormais de passer à l'extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée. Et aujourd'hui, l'extrait du jour est consacré à l'émission Vivez la Vendée, présentée par Anaïs Escalona. Elle vous emmène dans les coulisses de la Banque alimentaire de Vendée, qui participait récemment à la grande collecte nationale de fin d'année. Nous venons de réaliser notre collecte nationale, donc pour toute la Vendée. Ça s'est super bien passé. On a mobilisé entre 3300 et 3500 bénévoles. Là, on attend encore un dernier transporteur qui va nous apporter les dernières palettes. Oui, c'est un peu bruyant tout autour, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, on va aller à la rencontre des personnes qui font le tri de la collecte, donc des grands pallbox. Vous avez ces grands réceptions sur palettes qui nous permettent de collecter les produits dans les grandes surfaces. Voilà, donc là maintenant on est dans l'opération de tri où on doit à la fois peser les arrivées, classer les produits par nature, voilà, et ensuite, de la même manière, remesurer tout ce qui a été donné, pesé. Là vous avez par exemple quelques produits qui ont été déjà triés et rangés, vous voyez, compote, poisson, vous avez les différents poids qu'on a collectés. D'accord. Voilà, là vous avez, par exemple, à notre rencontre, ça vous donne encore des pallbox, voilà, qui sont à trier, voilà. Okay. Et maintenant, on va aller à la rencontre de nos bénévoles
Voilà. Donc là, vous êtes combien sur le site? Alors, sur le site, habituellement, on tourne entre 65 et 70 bénévoles. Là, aujourd'hui, pour les opérations de tri, de rangement, là, on doit être entre une petite quinzaine. Voilà, il y a de quoi s'occuper. Et vous retrouvez donc ce nouveau numéro dès aujourd'hui sur notre antenne. Nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, une bouteille de Cyrus Magnum Brut de champagne à houppet blanc offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon. Je vous le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et la question du jour de cette semaine, la voici. Quel navigateur vendéen du XVe siècle, auteur d'un célèbre guide maritime, a donné son nom à la nouvelle embarcation de la gendarmerie maritime? Un quatrième indice, un collège porte le nom de ce navigateur vendéen à Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Et je le rappelle, vous avez jusqu'à ce vendredi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à demain.